There's no question that I've done wrong. Hart agreed that a president with a history of secret infidelities might be blackmailed. I did not have sexual relations with that woman. America, I know, has sent troops into Iraq to promote freedom. So today I'm announcing my resignation from Congress. Salut, ici Valérie Baudouin. Nous sommes officiellement à 2 semaines de l'élection américaine. C'est donc peut-être la dernière occasion de parler d'autre chose, tout en s'intéressant aux États-Unis. S'il y a bien quelque chose qui est typiquement américain, ce sont les scandales. On n'a qu'à penser au Watergate, à l'affaire Lewinsky, ou tout simplement aux 8 dernières années avec Donald Trump comme candidat, puis comme président, puis comme candidat à nouveau. On n'a pas manqué d'histoires parfois déroutantes, parfois salaces. En fait, si un jour on m'avait dit que j'allais étudier pendant autant d'années pour finalement commenter dans les médias une relation alléguée entre une star du porno et un président, ou encore que j'allais parler de documents classifiés cachés derrière un rideau de douche dans une salle de bain, eh bien, je serais tombée en bas de ma chaise. Pour cet épisode, on ne va pas se concentrer sur les scandales touchant les candidats ou encore l'actuel président Joe Biden. On va plutôt se concentrer sur des histoires que vous connaissez peut-être déjà, mais d'autres que vous avez sûrement oubliées, ou même des histoires qui sont passées sous votre radar. Pour m'appuyer, donc, j'ai invité celle que je considère ma mentor, ma directrice de maîtrise, celle qui a été extrêmement patiente avec moi parce que j'ai pas fait ça dans les délais très, très rapides et qui s'intéresse elle-même au scandale dans ses recherches. Karine Frémont, bonjour. Allô, Valérie. Alors, tu es professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci d'avoir fait le chemin Sherbrooke-Montréal pour être avec nous aujourd'hui. C'est très gentil. Merci pour l'invitation. Et pour discuter avec nous, un grand curieux, un qui s'intéresse au scandale. Et c'est lui qui m'a donné l'idée de cet épisode lors d'un passage à l'émission On va se le dire. Alors, vous avez deviné, c'est Sébastien Diaz. Allô? Bonjour. Tellement excité de parler de scandale. Bien là, je voyais tellement la passion dans tes yeux quand on a fait un segment là-dessus que je me suis dit, mais je pense que les gens vont aimer ça aussi. On aime ça, les histoires un peu racoleuses, être dans l'intimité, malheureusement, des gens. On a ce côté très, très curieux. Karine, pourquoi toi, t'es intéressée au scandale dans tes recherches en général? Est-ce que c'est tombé comme ça par hasard parce qu'il y en a trop à gérer ou... Bien, c'est parce que je m'intéresse d'abord, ceux qui me connaissent le savent, à Richard Nixon et cette administration-là est pleine de scandales. On parlait du Watergate, il y en a tout plein de scandales pendant cette période-là. Puis c'est toujours fascinant de voir comment les gens s'intéressent à ça. Puis moi, je m'intéressais aussi à la couverture médiatique de la politique américaine. Alors forcément, quand on s'intéresse à la couverture médiatique, on s'intéresse aux scandales. Puis ultimement, c'est de voir comment ces scandales-là affectent ou pas la prise de décision des présidents ou de leurs conseillers ou comment ça joue en fait sur le quotidien de la gestion à la Maison-Blanche. Parce que ce qu'on a appris aussi des 8 dernières années, c'est que c'est pas tous les scandales qui collent à la peau d'un candidat, d'un politicien. Il me semble qu'on en a une liste assez longue. Oui. Ça n'avait pas fait un effet assez grand. Toi, est-ce que tu suis ça? T'aimes-tu ça, lire ça, les histoires de scandales? Est-ce que c'est les scandales passés, présents? Qu'est-ce qui t'intéresse, Sébastien? J'aime tout, mais je pense que c'est le cinéphile ici qui parle. Il y a quelque chose de narrativement intéressant dans le narratif d'une campagne ou tout ça, où tout est censé être, il y a du petit poli là-dessus, puis du vernis, tout ça, plus blanc que blanc. Puis là, c'est comme on montre une faille. Fait que dans toute histoire, que ce soit un film sur le sport ou tout ça, dès qu'il y a une faille, on aime ça. Le héros tombe un peu de son piédestal, puis on fait « Ah, il est con, nous autres, dans le fond. » Ou pire que nous, j'aimerais dire, parce que j'espère que vous n'allez pas vous reconnaître dans tous les scandales aujourd'hui. Mais écoute, sinon, Sébastien, on va apprendre plein de choses sur toi. Oui, c'est ça. De grandes révélations. Mais ça me fascine parce que, tu sais, oui, il y a des scandales effrayants, puis des fois, c'est des trucs... c'est un peu banal. Si ça arrivait à mon voisin, on ferait « Colin, c'est plate. Viens prendre une bière, on va en parler. » Mais parce que c'est un président ou un homme ou une politicienne, on dirait que tout d'un coup, on pardonne moins. Fait que c'est ça qui est fascinant de voir jusqu'où on pardonne là, comme être humain, comme électeur aussi. C'est notre côté voyeur. Je pense que oui. Je pense qu'il y a un côté voyeur. Les gens, c'est pas pour rien qu'on en parle beaucoup dans les médias parce que ça vend des journaux. Ben là, il n'y a plus vraiment de journaux à vendre, mais dans le temps, c'est des pleines pages de journaux là-dessus sur les scandales. C'est le côté voyeur parce que la politique... c'est pas toujours rose. Quand on parle de projets de loi qui passent au Congrès, c'est pas ça qui va intéresser les gens. Les gens vont s'intéresser quand tu as du crunchy puis tu as une histoire, même si ça fait mal paraître leur président ou leur présidente. Ben là, pas de présidente encore, mais je fais peut-être la projection pour ce qui s'en vient. Là. Donc, il y a un côté assez intéressant. Puis le scandale, Sébastien, on t'a demandé d'entrée de jeu, c'est un scandale qui est spontanément. Parce que là, je t'ai pas donné de temps de réfléchir. Est-ce que c'est un scandale qui t'a marqué plus que d'autres? Tu as parlé, entre autres, du Watergate. Mais celui que j'ai retenu, c'est le scandale, je pense, contemporain duquel on parle le plus, le scandale Lewinsky, l'affaire Lewinsky. Ben moi, je pense que j'avais 15 ou 16 ans, 1997.
je pense que c'est le premier scandale duquel j'ai été vraiment, auquel je me suis vraiment intéressé, parce que là, je commençais à m'intéresser à l'actualité et tout ça. Puis je me souviens, en tout cas, moi que je me trompe, c'est pas arrivé d'une shot, cette affaire-là. Je me souviens qu'on nous égrenait ça comme un soap à chaque jour ou à chaque semaine. Il y avait des nouvelles informations. Donc, ça faisait la manchette presque quotidiennement. Fait que c'est le premier duquel je me souviens, en tout cas. Puis ce scandale-là, est-ce qu'il y a eu un effet? Est-ce que ça a changé la perception des gens, le scandale Lewinsky, par la suite, de l'image qu'on a peut-être des politiciens ou pas tant que ça? Bien, ça a changé énormément parce que, d'abord, c'était un scandale sexuel qui touche la présidence. Là. C'est pas comme si Clinton, c'était le premier à qui ça arrivait d'avoir des petites aventures des infidélités, extra-conjugales. Oui, hein? Il y en a Mais d'autres. c'était la première fois qu'on en parlait de façon aussi large, aussi massive. Mais il faut rappeler que c'est les belles années de CNN, donc la télévision en continu. Alors là, on parlait de soap, là, c'est un peu ça. Là. C'est comme un roman qu'on suit à chaque semaine. C'est les années O.J. Simpson aussi. C'est ce que j'allais dire. Ça va tout ensemble, c'est on la dirait. période, là. Et là, les médias, finalement, décident que la vie privée des politiciens, finalement, c'est pas mal intéressant à suivre. Les gens aiment ça. Puis il y avait toute cette... Sébastien parlait tantôt de trame narrative. Là. Il y a un héros, il y a une vilaine, Linda Tripp. Il y a toutes sortes de personnages là, qui ont l'air de des grande accessoires. nature. Je sais pas comment dire quelques ça. accessoires une robe, également. un cigare, Oui, mais c'est en vrai. tout cas. Il y a quelques accessoires, effectivement. Alors, il y avait tout là pour intéresser les gens. En même temps, les gens disaient, en fait, on s'en fout de la vie sexuelle du président. C'est intéressant à écouter, mais ça n'a pas d'impact sur la façon dont on va évaluer Clinton. Et c'est les républicains, là, finalement, qui ont payé le prix de ça, ultimement. Mais c'était vraiment une façon différente de couvrir la politique. C'est les débuts d'Internet aussi, là, les blogs, les médias en ligne. Alors, tout ça explose et on se rend compte de l'espèce d'infinies possibilités qui s'offrent aux gens pour apprendre ces détails croustillants sur la vie des politiciens. On avait même une citation de bande-annonce qu'on entend dans l'ouverture, mais tu sais, c'est vraiment un film. Là, I did not have sexual... qui avait été repris à... On va l'écouter. On va l'écouter. Oh, On va mon le Dieu. réécouter, la citation, la fameuse citation du président Bill Clinton. I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I never told anybody to lie, not a single time, never. These allegations are false. Bon, alors, il l'a dit, j'ai jamais eu de relation sexuelle avec Mme Lewinsky, j'ai jamais forcé personne à mentir. Puis là, c'est sa définition de relation sexuelle. Exactement. Puis là, on essaie d'être grand public, alors on n'expliquera pas dans le détail, mais faites vos recherches, comme on dit. Oui. C'est ça, lui, c'était dans sa définition parce qu'il y avait un côté politique aussi, parce qu'il y a même une tentative de destitution de Bill Clinton Oui, c'est vrai. parce qu'il avait menti. Mais Karine, je veux juste que une petite parenthèse, nous parle aussi de l'hypocrisie des républicains, parce que celui qui était à la tête de ce combat là, pour que Bill Clinton là, ait la tête au bûcher, je vais dire la tête au bûcher, c'est pas la tête nécessairement, le corps en entier au bûcher. Une partie, en tout cas. Oui, c'est ça. Lui aussi avait des histoires d'infidélité. Ça, c'est la grande hypocrisie de Washington. C'est la grande hypocrisie de Washington. C'est la grande hypocrisie de tous les milieux, en fait, vis-à-vis les aventures extra-conjugales des gens. Donc, c'est toujours pire chez le voisin. Mais Newt Gingrich, qui était le speaker de la Chambre des représentants, qui a mené cette croisade contre Bill Clinton, avait lui aussi pas mal de choses à se reprocher à cet égard-là. Lui aussi a dû démissionner finalement de son poste pour la même raison. Il y en a eu plusieurs, je pense, Il y en a qui eu étaient... plusieurs Oui. dans cette foulée-là, plusieurs républicains qui ont dû faire la même chose, puis avouer eux aussi des aventures extra-conjugales, parce qu'évidemment, les journalistes, une fois qu'ils avaient mis la main sur ce qui se passait dans la chambre à coucher de Bill Clinton, quoique dans le bureau ovale dans ce cas-ci, ont décidé finalement qu'à être là. peut-être de creuser, tant Oui. qu'à y être. On va faire le tour de la maison, puis on va voir ce qu'il n'y a pas en dessous des tapis. Là. Ils ont trouvé pas mal de trucs. Ce qui me dérange, moi, c'est que ça s'appelle l'affaire Lewinsky, Ben le oui. Lewinsky Gate. Pourquoi c'est pas le Clinton Gate? Ben, c'est drôle parce que je faisais des petites recherches, puis là, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'appellations. Le Monica Gate, mais il y a le Lewinsky Gate, le Tailgate. Bon, faites vos recherches. Le Sex Gate, le Zipper Gate aussi. Ah, c'est fait que, tu sais, terrible. on appelle ça l'affaire Lewinsky, là, mais il y a eu plein d'autres appellations. Mais oui, effectivement, tu sais, Parce que c'est elle qui a payé pour tout ça. Mais tu sais. c'est ça qui était terrible à l'époque. Puis moi-même, je dois faire mon meilleur culpa à cet égard-là, comme peut-être plein d'autres. À cette époque-là, j'étais une jeune adolescente et c'était toujours Monica Lewinsky qui était la poffine, entre guillemets. C'est elle qui avait Qui a séduit un homme de pouvoir pour ses propres intérêts. On oublie que lui avait la cinquantaine et Ouais. elle avait la jeune vingtaine. Là. Et c'est le président des États-Unis. On s'entend qu'il y a un rapport de force. Aujourd'hui, on n'aurait probablement pas le même regard, mais on a été très dur à cet égard, à l'égard de Monica Lewinsky, en fait. Puis elle-même, là, elle disait, je suis une des premières personnes intimidées par le biais d'Internet, là, une des premières personnes à avoir sa réputation complètement détruite par Internet, mais on avait un regard vraiment très dur sur elle. C'est aussi un peu à la même période là, qu'il y a le scandale de harcèlement sexuel contre Clarence Thomas, aussi juge à la Cour suprême, Anita Hill, tout ça. Oui. Et on a encore une fois ce regard très dur sur les femmes qui dénoncent, qui est complètement, aujourd'hui, qui serait complètement
inacceptable. Oui, puis Hillary Clinton, d'un côté, avait son taux, entre guillemets, d'approbation qui a augmenté, mais en même temps, les gens le disaient, bon, c'est elle, la cocu. Puis il y avait comme un jugement Elle aussi. acceptait ça, elle était au courant. Oui. Je suis tombé sur une vieille citation quand Clinton était dans la course en 92, là, avant qu'il devienne président et tout ça. Elle se fait interroger par des reporters et tout ça. Puis je pense qu'elle était en mode féministe et tout ça. Elle dit, si jamais mon chum me trompe, jamais je vais demeurer à ses côtés. Et finalement, elles sont encore ensemble aujourd'hui. Oui, à ne pas dire, surtout en connaissant un peu son mari, là, qui n'était pas ses premières allégations. Je trouve qu'elle était courageuse de dire ça, mais dans un instant, vous allez voir, on va voir d'autres personnes comme ça qui ont fait des promesses. Chez les présidents, Je sais malheureusement. pas, un certain John F. Kennedy. Oui. Lyndon Johnson aussi était un homme à femme. Oui. On s'est déjà dit, Karine et moi, qu'il y aura un livre à écrire là-dessus sur les aventures et les hommes de pouvoir. Oui. Et parce que, écoute, je me mets à la place, mais je veux pas dire que j'aurais eu une relation avec Bill Clinton. Je suis pas en train de faire une révélation comme ça. Mais tu sais, la petite stagiaire qui travaille à la Maison-Blanche, tu sais, c'est le rêve de ta vie de te dire que tu te rends dans le centre du pouvoir avec un homme sûrement que tu admires, pour qui tu as voté, pour qui tu veux t'impliquer. La relation de pouvoir est là. Tu sais, je veux dire, mettre la faute sur elle, je suis désolée, mais tu as des avances du président des États-Unis qui te fait sûrement sentir comme la personne la plus importante de la Terre. Je ne vais pas entrer dans la psychologie 101, mais tu sais, on peut comprendre Monica Lewinsky. Et aujourd'hui, elle est là, elle a des livres avec sa ligne de sac à main à un certain moment, puis c'est elle qui défend toutes les personnes qui ont dénoncé, entre autres Donald Trump, ou toutes elle va défendre les femmes. Donc, aujourd'hui, on la respecte beaucoup. Je pense à la suite du mouvement MeToo, parce qu'il n'y avait pas ce mouvement-là à l'époque. Mais ça a été long, son purgatoire a été long. Ça a été, c'est ça, un très long purgatoire. Love Actually, on dirait que je pense à ça. Il y a la même histoire. Je ne sais pas si c'est de ça que se sont inspirés. Appelez-vous de la stagiaire ou c'est la... Je ne sais pas ce qu'elle fait. La secrétaire qui finit avec le premier ministre. Oui, c'est toujours la fille à la réception ou un poste un peu moins important. Là, on va dire ça comme ça dans l'univers politique. Écoute, il y a ça aussi. Là, je réécoutais parce que c'est mon petit plaisir coupable. Là, je réécoute ma série de lave-vaisselle. Tu sais, quand je vide le lave-vaisselle. Mais quand je vide... Moi, j'appelle ça une série de lave-vaisselle. La série que tu écoutes quand tu vides ton lave-vaisselle, c'est pas grave si t'es pas attentif. Oui, parce que tu l'as vu 50 fois. Oui, c'est ça. Il est long à vider ton lave-vaisselle. Oui, à tous les jours, la laveuse. Écoute, quand mon fils fait autre chose, puis là, j'ai envie de... En tout cas, je ferai pas de mon non plus la thérapie collective, mais Scandal, qui est une série américaine, j'en ai parlé aussi dans un épisode de balado précédent. C'est justement la stagiaire ou la jeune conseillère avec le président. Ça a inspiré tellement d'œuvres par la suite pour le meilleur et pour le pire. Et c'est pas le seul scandale sexuel. Et là, je vais entrer tout de suite dans mon scandale préféré. Est-ce que ça se dit ça? C'est le scandale que j'ai présenté à ton émission, on va se le dire, parce qu'il y a une série de CNN qui était United States of Scandal, qui mettait de l'avant des scandales un peu moins connus. Oui, des scandales qui ont fait la manchette aux États-Unis, mais je pense qu'ici au Québec, on n'a pas vraiment suivi ça. Puis même si c'est pas les plus gros des scandales, mais ça implique John Edward. Alors, je raconte ça quand tu parles de trame narrative. Ça, c'est le scandale qui est comme un film. Un film hollywoodien, ça n'a aucun sens. Puis après ça, on pourra réagir. Sénateur de la Caroline du Nord, la magnifique famille, c'est un démocrate. C'était le candidat vice-présidentiel de John Kerry. Après ça, il voulait tenter sa chance 4 ans plus tard. Sa vie a été secouée par un scandale. J'en parle dans un instant, mais il y avait sa femme Elisabeth qui est en train de combattre un cancer du sein. Il y a eu 4 enfants avec elle, dont un qui est décédé dans des circonstances tragiques. Tu sais, c'est l'histoire américaine du beau couple. America's Sweetheart, qui sont ensemble depuis des années. Il serait joué par Tom Hanks dans un film. Oui. Alors, c'est une histoire émouvante. Les gens l'aiment beaucoup. Donc, en 2008, il se présente. Il termine 2e derrière Barack Obama en Iowa. Hillary Clinton était dans la course aussi cette année-là, on se souvient. Mais vraiment, le tournant tragique dans cette histoire, c'est qu'il rencontre une certaine Raelle Hunter. Et là, il y a une relation entre les deux, une relation sexuelle. Et après ça, on se dit, ça ira peut-être pas nulle part. Mais lui, il dit, tiens, je vais avoir la bonne idée d'engager ma maîtresse. Parce que, pourquoi pas, je veux continuer de la voir et moi, je suis en campagne électorale. C'est une bonne idée, elle est productrice, elle va pouvoir faire un documentaire sur les coulisses d'une campagne électorale. Alors, traîne donc ta maîtresse avec toi pendant que ta femme est en train de vaincre un cancer et que tu as 3 enfants aussi qu'elle gère. Alors, elle est là pendant la campagne et sa femme apprend qu'elle est cocu, c'est triste à dire comme ça, parce qu'il y a un burner phone, il y a un autre téléphone cellulaire pour sa maîtresse. Et c'est elle qui répond, puis là, elle entend seulement « Hey baby ». Elle raccroche, elle le confronte et dit que c'est une aventure, que c'est terminé. Mais non, mesdames et messieurs, l'histoire n'est pas terminée parce qu'elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte de qui? Du candidat John Edward. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit à un de ses conseillers,
dis donc, c'est toi qui as trompé ta femme puis qui l'a mis enceinte. C'est une bonne personne. Et le conseiller dit oui. Alors, il s'arrange avec sa femme pour dire, bien là, tu vas être cocu devant la planète entière, mais c'est vraiment pour aider John Edward parce que lui va faire de grandes choses, puis des belles politiques démocrates, puis on veut qu'il soit président des États-Unis. Alors, on est là avec l'enfant illégitime. Il a admis ça seulement 2 ans plus tard. On est en 2010. Lui, il a bien sûr abandonné la campagne. Le cancer de sa femme était incurable à l'époque. Elle doit passer à travers tout ça, les médias qui couvrent cette histoire. Et je rajoute une couche à tout ça. Il a utilisé l'argent de donateurs, donc c'est illégal de faire ça, pour payer une maison à sa maîtresse et leur enfant illégitime. Dans une campagne électorale. Alors, je sais pas, je sais même pas prendre ça par quel bout, tellement c'est incroyable. Et j'ai réécouté des entrevues, justement, de sa femme qui disait, mais tu sais, une infidélité, je voulais pardonner ça parce que je me dis, je suis pas la seule aussi. Puis est-ce que tu jettes à la poubelle des années de mariage? Mais elle était affaiblie et elle est décédée pas longtemps après. Puis elle a appris que c'était vraiment l'enfant de son mari. Je peux pas imaginer le choc pour cette femme. Puis elle disait aussi dans une entrevue, je veux que l'image de mes enfants, si je ne survis pas, genre jusqu'à leur âge adulte ou autre, je veux qu'il y ait une belle image de leur père. Alors, j'essaie de garder une image. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, cette histoire-là. Puis avant de vous faire réagir, on va entendre justement le cher John Edwards. While I do not believe I did anything illegal or ever thought I was doing anything illegal, I did an awful, awful lot that was wrong. And there is no one else responsible for my sins. Donc, il dit, si je traduis rapidement, tu sais, je pense pas que j'ai fait quelque chose d'illégal, mais il y a personne d'autre à qui c'est moi le responsable de mes péchés, de mes sins. Donc, ça, il dit, il s'excuse de ça, mais écoute, cette arrogance, Sébastien, je te vois réagir. Ben c'est ça, ouais, puis j'ai lu un peu, puis je pense même, c'est ça, il dit beaucoup, il répétait toujours ça, c'est pas un crime, c'est un péché. Fait que, bon, il jouait sur le petit côté catho, là. Oui. Mais j'ai vu qu'il a failli avoir un film. Pendant quelques années, c'était en chantier, puis finalement, il y a un juge de, je sais plus quel comté qui a comme, en fait, empêché le film de sortir ou de se faire, là, tu sais. Mais il y aurait eu quelque chose, tu sais, c'est 3 saisons de série télé, cette affaire-là, tu sais. Mais j'ai de la misère à croire aussi, quand même, comment ça s'est terminé avec celui qui a réussi, tu sais, qui a accepté de le couvrir. Oui. Ça aussi, c'est assez particulier quand même, là. Mais la dévotion de certaines personnes dans l'entourage des candidats présidentiels, il ne faut pas sous-estimer ça. Mais c'est drôle parce que ça me fait penser justement à un film qui s'appelle The Ides of March, qui est sorti en 2011 avec George Clooney et Ryan Gosling, où justement il y a ce conseiller qui protège, ou en tout cas qui y croit là, et qui finit par se rendre compte que le candidat pour qui il travaille n'est pas très net, n'est pas très clair, lui aussi commet des péchés, on va dire comme ça, pour garder le vocabulaire. et là, à un moment donné, c'est la crise de moralité. Là. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le dénonce? En même temps, j'ai confiance que c'est la bonne personne pour faire du pays quelque chose de mieux. Alors, il y a toujours cette espèce de dichotomie-là. Alors, je comprends que pour certaines personnes dans son entourage, à John Edwards, on se soit dit, ben OK, pour le protéger, pourquoi pas? Moi, c'est la femme de ce candidat-là, de ce conseiller-là, j'aurais dit, je pense pas, non. Je pense pas que c'est une bonne idée. Ça me le dit pas, moi. Hey, c'est tellement humiliant. Puis elle est restée avec lui parce que justement, son chum, il n'y avait rien à se reprocher. Il l'a pas, en tout cas, du moins, de ce qu'on sait, il n'y a pas eu d'aventure extra-conjugale. Il n'y a pas d'enfant légitime non plus. Et ils sont restés, ils ont essayé d'être ensemble, John Edward et Ryle Hunter après. Puis finalement, ils se sont séparés. Puis je me souviens, là, il y avait une grande entrevue, genre Good Morning America ou quelque chose comme ça pour dire, là, notre relation s'est terminée, mais on reste là pour la famille. C'était un peu... C'était surréaliste, pour ne pas trouver d'autres expressions. Vraiment. Puis tu sais, c'est drôle parce que là, on en parle, puis on dirait que c'est un sujet qui est peu fouillé, mais les gens de l'entourage, tu sais, les conseillers ou ceux qui sont dans la garde rapprochée, des fois, à quel point ça doit être difficile d'embarquer. Tu sais, t'es déjà tellement loin. Donald Trump, j'ai dit que j'allais pas parler de lui, mais il y a plein de fixeurs comme ça. Ouais. Il y a plein de candidats ou de présidents ou d'élus à la Chambre qui ont l'espèce de personnes là, qui règlent les problèmes, qui fait taire les gens, qui sans tomber dans le... Comme Olivia Pope dans Scandal. Oui, ou dans House of Cards, on avait aussi. Exactement, Doug dans House of Cards. Oui, c'en est tout un. C'est un fixeur extrême, on va se le dire. Mais quand même, je pense qu'il y a des gens comme ça qui sont là pour un peu essayer de garder cette image lisse des candidats tout le long d'une campagne. Il faut y croire, ou il faut être bien payé, ou il faut se faire promettre quelque chose. C'est ce que j'allais dire. Il y a sûrement un petit poste de prévu dans l'administration pour les gens qui vont décider de se rendre à affecter leur propre vie privée. Puis après ça, eux, on fait de l'argent parce qu'ils ont eu des entrevues pour dire voici mon histoire avec John Edwards.
Edwards. On écrit des livres. Et, Ben oui, après voilà. ça, c'est très américain aussi là, d'avoir un petit livre puis une petite entrevue de prévu pour raconter l'histoire. Je ne sais pas s'il demande autant que Melania Trump qui avait demandé 250 000 $ pour parler de son livre à CNN, mais bon, on n'avait pas le budget ici pour la recevoir. Ah non? Je Non. pensais l'avoir vu dans le lobby. Non, non, je t'avoue, on n'a pas ce budget-là. Bon, l'autre scandale sexuel qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celui de Gary Hart. Une autre histoire encore qui implique de l'infidélité pour faire changement. C'est la troisième de... Coudonc. Puis on en a même une tantôt. Alors, on va en avoir 4 sur nos histoires. Karine, raconte-nous, c'est qui Gary Hart et c'est quoi cette histoire-là? Gary Hart, c'est un sénateur du Colorado qui décide de se lancer à la course à l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 1988. Donc, on annonce dès 1987, voici, je me présente. C'est quelqu'un qui est vu de façon très positive par l'électorat, par les démocrates. On considère que ses chances sont même très bonnes de battre le prospect républicain, qui est George Bush père à ce moment-là. Alors, on se dit, je pense que Hart va être capable de ramener la Maison-Blanche aux démocrates. Que nenni, ça ne va pas se passer comme ça parce que très rapidement, début mai 87, donc avant même que les primaires commencent, il y a des révélations dans les journaux à l'effet que Gary Hart entretiendrait une relation extra-conjugale avec une jeune femme dans la vingtaine. Hart est dans la cinquantaine à ce moment-là. Et ce qui est drôle dans cette... Ben, drôle, c'est toujours un terme peut-être pas bien choisi, mais ce qui est ironique, oui. effectivement, dans cette histoire-là, c'est que c'est Hart qui avait un petit peu provoqué les journalistes parce que les journalistes disaient, ben, ça se peut pas que tu sois lisse comme ça, que tu n'aies rien à te reprocher. Il dit, moi, je vous mets au défi de me suivre, de passer ma vie au peigne fin. Vous ne trouverez rien. Je suis là impeccable. Et non, pas impeccable du tout. Donc, photo à l'appui, on démontre que Hart a cette relation-là avec Donna Rice. Il y a d'autres histoires qui vont ensuite ressortir. Ce ne serait pas la seule dame avec laquelle Hart aurait eu des aventures. Il va quitter la campagne qui n'est pas encore commencée à ce moment-là. Il va revenir plus tard en disant, j'ai changé d'idée. On va laisser les Américains décider, voir si ils me font confiance ou pas. Apparemment, ça n'a pas très bien marché. Il a quitté par la suite. Alors ça aussi, et ça, c'est le prélude à l'affaire Lewinsky. Ça se passe en 1987 et ça commence à démontrer deux choses. D'abord, on en parlait tantôt, c'est-à-dire les Américains sont de plus en plus sensibles à l'hypocrisie des politiciens, notamment concernant les affaires sexuelles, mais ça démontre aussi la fin de l'impunité des candidats présidentiels en termes de couverture de vie privée. Là. Ça démontre vraiment ce tournant médiatique de tout est fair game quand on est en élection et on va effectivement passer votre vie au peigne fin, tenez-vous là pour dit. Là. Alors, et Gary Hart, évidemment, depuis, continue à nier, dit qu'il a été framé, que c'est un setup, etc., et que, bon, il n'y avait rien à se reprocher. Mais ça, c'est sa parole. Il n'est pas sur un bateau en Floride avec exactement, elle ou quelque exactement. chose comme Là, ça. Puis bon, il n'est pas à distance de 2 mètres, pas de distance COVID. Là. Non. On s'entend, alors voilà. Moi, j'ai même lu qu'il couchait avec plein de bénévoles, des collégiennes bénévoles qui s'impliquaient dans les campagnes et tout ça. Et puis, c'était une après l'autre. Puis le lendemain, il les croisait, puis il les saluait même pas. Là, fait que c'était... Rendu là, c'est même pas... C'est une autre belle personne. Comme dirait Taylor Swift, c'est le karma. Hein, c'est le karma. Tu sais, d'abandonner comme ça. Mais c'est les womanizers. J'espère que ça... Bon, je dis ça, puis là, je pense à d'autres exemples, mais c'est une culture de politiciens qui se pensent tout permis, qui peuvent faire ça, qui pensent qu'il n'y aura pas de conséquences, qu'on se dit qu'ils vont en prendre de ça. Mais là, il y a eu Clinton après. Le Trump, bon, d'autres allégations aussi. Mais c'est pas juste des politiciens, je pense. C'est vraiment le pouvoir qui appelle ça. Ça peut être un dirigeant d'entreprise. Un peu de dirigeant d'entreprise, des gens dans n'importe quel milieu. Aussitôt que dans tous nos milieux, on connaît, ou en tout cas, on a entendu parler malheureusement. Alors, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Je serais curieux de voir, est-ce qu'il y a des histoires comme ça qui concernent des politiciennes? Il me semble que ça faudrait chercher longtemps. Il y en a quelques-unes aux États-unis. D'ordre sexuel, là, du même genre? Il n'y a pas si longtemps, je me rappelle pas les noms, j'ai une mémoire atroce, mais c'est je pense que c'est une gouverneure, mais encore une fois, là, je suis pas sûre, mais qui avait eu une relation sexuelle avec une femme qui travaillait pour elle. Oui, et ça a été révélé par les médias, puis ça a été toute une histoire, ça aussi, et tout le monde a dû démissionner dans la foulée, là. Donc, il y a aussi toujours les histoires, exemple, des gens qui sont très conservateurs contre l'homosexualité, que c'est un péché. Qui se font prendre, finalement, tu... avec... Exactement. Donc, ça, il y en a plusieurs, mais ce qui est intéressant, entre guillemets, avec la question des femmes, c'est que elles sont jugées plus sévèrement que les politiciens qui commettent... Parce que on s'attend des femmes à un certain comportement
sexuelles ou genrées, Oui, et oui. des hommes. Pour les hommes, c'est comme plus normal de tromper leur femme, entre guillemets, que l'inverse. Alors, elles sont toujours un peu plus critiquées, alors que certains hommes, et ça aussi, ce serait intéressant, Valérie, si tu veux poursuivre éventuellement, Pour un autre de savoir pourquoi certains hommes, Oui. en fait, s'en sortent mieux que d'autres en termes de punition après un tel scandale, par exemple. Mais Mais déjà, Gary la- Hart, ça n'a pas Oui. fonctionné. Gary Hart, ça n'a pas fonctionné, mais pour ça, d'autres- c'est Mais clair. Trump, oui, ça fonctionne. Et même puis, Clinton. Oui. Clinton, c'était pas le premier. Il y avait Jennifer Flowers avant, il y en a eu d'autres. Alors, pourquoi Clinton, ça passe, puis pourquoi Trump, ça passe, pourquoi Gary Hart, ça passe pas? Même l'appellation womanizer, on dit ça depuis tantôt, mais il y a quelque chose de presque... C'est presque un trophée de dire ça. Bah, c'est un Ben, homme à c'est ça. femme. Ah ouais. Puis c'est le contraire. Une femme, mon Dieu, je peux même pas imaginer ce qu'on va dire d'elle. C'est une politicienne, Ben se fait oui, prendre. on tu sais. romance ça, même John F. Kennedy, Marilyn oui, Monroe. exact. Puis là, mon Dieu, est-ce que c'était par les tunnels qu'il y avait tu sais, ces maîtresses? Il y a un côté, encore une fois, le côté voyeur. Est-ce que vous, là, je vous fais une petite question choc, là, mais est-ce que vous seriez prêt à voter pour quelqu'un qui est au cœur d'un scandale comme ça? Est-ce que ce côté-là, ça pourrait vous freiner ou ça dérange pas? Je sais pas. Je pense que ça dépend du degré de... Parce que là, toutes les histoires Ouais. desquelles on vient de parler, c'est vraiment... On est dans le... Oui, la femme qui a le cancer, Mais c'est qui- effrayant, tout l'enfant ça, légitime, tu ouais, c'est peut-être... Si t'es un adultère, je sais pas, là, c'est pas, Mais c'est pas parce que je que dans le cautionne fond, ça, mais non, tu mais dis, dans le sens qu'on connaît pas aussi la vie privée ici, Ben, on n'a pas exact. cette culture-là. Je pense que c'était plus un scandale je dis grave, là. Je veux pas dire que Mais c'est pas c'est sûr qu'il y a grave. des mais- degrés. Par Oui. exemple, John Ben, c'est Edwards, il y ça. a plusieurs couches d'immoralité dans son affaire. Là. C'est pas juste qu'il a trompé sa femme, c'est que là, elle est en train de mourir. C'est que là... Il paye la maison Il paye de la l'autre. maison avec des Effrayant. fonds. Là, il y a comme Oui. plusieurs couches. Clinton, en même temps, c'était pas une surprise là, parce que c'est un comportement dont on savait qu'il était probablement friand. Alors, c'est pas nouveau. Puis là, maintenant, ça regarde sa femme puis lui à un moment donné. Là. Donc, il y a, Oui, il y a exactement. un nombre de couches peut-être qu'on peut accepter ou pas. Moi, j'ai plus de difficultés avec des scandales, évidemment, qui sont de nature politique, c'est-à-dire des scandales Ouais. d'abus de pouvoir ou de corruption, par exemple, versus des scandales plus personnels comme ça. Mais John Edwards, c'est pas mal le summum de... Oui, c'est ça. Il y a rien qui bat ça. Moi, C'est je pense ça, que devant un cas c'est- comme c'est- John c'est dur à Edwards, là, battre. change de mon vote. En même Je temps, sais pas. rappelons-nous de ici, puis on dirait qu'on avait vite l'affaire, mais l'époque des grandes années de René Lévesque, Ben quand oui. même, il y avait le fameux scandale quand il avait renversé donc un sans-abri qui était mort Oui, oui, aussi. oui. Puis finalement, ça n'a pas nécessairement terni son image non plus. Tu sais. Fait qu'on est quand même prêt à pardonner certaines Oui. choses ici aussi. On les protège moins, par exemple, depuis Oui, quelques années. c'est vrai. Les politiciens et les politiciennes sont moins protégés, phénomène de réseaux sociaux, Ouais. etc., là, qui embarquent. Là. Mais à une certaine époque, effectivement, et on parlait de John Kennedy, c'est la même chose. Les journalistes n'en parlaient pas. Ils étaient parfaitement au courant, mais on n'en parlait pas. Ça relevait d'une sphère Oui. privée qui n'était pas Puis de l'intérêt Jackie, public. lui, là. était tellement beau qu'il y avait comme cette image aussi de... Bien Non, sûr, mais ça pardonne tout. Mais voilà. Alors, parlant de Ça pardonne tout, on va prendre une Oh. petite pause pour nous reprendre nos esprits, puis on revient dans un instant avec la suite de cet épisode. Donc, on est de retour à cet épisode spécial scandale américain. Là, on était dans les histoires d'infidélité, scandale sexuel, la moralité ou pas derrière ça. Et là, on va dans un autre scandale, un scandale qui était méconnu. Pour moi, là, je le connaissais pas. Karine, dans nos discussions, tu me suggérais ce scandale-là, celui d'Hamilton Jordan. Premièrement, c'est qui et qu'est-ce qu'il a fait de pas gentil? Hamilton Jordan, c'est le chef de cabinet de Jimmy Carter. Oui. Donc, il faut se rappeler, on est à la fin des années 70. Jimmy Carter arrive après le scandale du Watergate où Nixon démissionne. On est après la guerre du Vietnam où les Américains découvrent que leur président leur mente depuis longtemps. Alors là, on est dans une période vraiment où on veut là, un président qui est parfait, on veut une administration parfaite. Et Jimmy Carter, c'est ça qu'il avait présenté au peuple américain en disant choisissez-moi, vous allez voir, je ne vous ferai jamais de peine, je ne vous décevrai jamais. C'était un peu son credo. Donc, on a une administration qui est vraiment sous la loupe et on s'attend à ce que tout le monde là, soit vraiment là, parfait dans cette administration-là. pure. Et Hamilton Jordan, c'est quelqu'un qui est dans l'entourage de Carter depuis longtemps, depuis la Géorgie. C'est quelqu'un qui a une réputation de fêtard, de bon vivant. Il se tient au studio 54. Et c'est justement ça qui va C'est se ça. passer. Il se tient au Studio 54. Évidemment, à la fin des années 70, c'est la grande ère du disco, n'en déplaise à plusieurs. Et tout le gratin politicien et culturel se retrouve à un moment donné au Studio 54, veut être vu là, veut être considéré comme étant partie de l'élite. Et donc, Hamilton Jordan se retrouve un soir au Studio 54 à New York. Il est avec Jody Powell, qui est le secrétaire de presse de la Maison-Blanche aussi. Et là, ça sort dans les médias en septembre 79. On aurait vu Jordan et Powell non seulement au Studio 54, mais en train de prendre la cocaïne, qui est la drogue, évidemment, qui va avec le Studio 54 en 1979. Jordan dit, oui, j'étais là, mais je n'ai pas pris de cocaïne, bien évidemment. Et là, Carter dit, oh mon Dieu, il faut absolument faire la lumière là-dessus. Il y a de la pression, évidemment, pour le faire. On va faire une enquête du FBI, on va nommer un procureur spécial et on va dire, finalement,
oui, ils étaient là, mais on n'est pas capable de prouver autre chose qu'ils étaient là, puis c'est pas illégal d'aller au Studio 54, alors il n'y a pas d'accusations qui sont portées. Mais ce qui est le fun dans ce scandale-là, pour moi, parce que des fois, c'est le fun. Parce que là, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit. Jusque-là, ça va bien. Jusque-là, ça va bien. Moi, ce qui m'intéresse dans ce scandale-là, c'est d'où vient la fuite, d'où vient l'information. Ah, oui. Et l'information vient d'un avocat qui s'appelle Roy Cohn. Oh! Quelqu'un celui que vous qui- connaissez, Ben oui. parce que c'est quelqu'un qui a été l'avocat de Trump pendant plusieurs années. Un sacré personnage lugubre. Hein? C'est un Drôle de avocat gars. sulfureux. C'est un personnage qui mériterait, là, lui aussi, des livres et des livres. C'est vraiment, en parlant de pas belles personnes, Roy Cohn, il n'est pas pire classé dans ce palmarès-là. C'est quelqu'un c'est un avocat qui fabrique des preuves, qui n'hésite pas à manipuler, n'hésite pas à tricher, à mentir pour arriver à ses fins. C'est vraiment quelqu'un qui est particulier. Et à cette époque-là, il est l'avocat des propriétaires du Studio 54 qui sont à ce moment-là pas mal dans le trouble. Ils font face à des accusations d'évasion fiscale, d'obstruction à la justice, de trafic de drogue, etc. Il y a de la cocaïne dans les murs du Studio 54. C'est un petit peu... ils ne payent pas d'impôts, ne payent pas de taxes. Roy Cohn, d'ailleurs, n'a jamais payé d'impôts de sa vie. Lui aussi est sous la loupe de l'IRS, du fisc américain. Alors là, quand il se rend compte que Powell et Jordan étaient sur place, il se dit, moi, je vais essayer de trouver une petite façon de m'en sortir. Je vais retrouver C'était les dealers qui difficile. étaient dans la salle ce soir-là, puis je vais voir, est-ce que quelqu'un parmi vous aurait vendu de la drogue à ces hommes, enregistre des conversations et envoie ça au FBI en disant, en échange, mon client, qui est Steve Rubel, qui est le propriétaire du Studio 54 qui le représente, dit, mon client est prêt à témoigner contre Jordan, comme quoi il l'aurait vu prendre de la cocaïne en échange de l'impunité pour mon client. Et peut-être ultimement aussi une impunité pour moi. Alors, c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans les médias. Wow. Évidemment, tout ça était fabriqué de toutes pièces, mais ça a terni quand même l'image de la présidence de Carter. Alors moi, c'est un scandale que je trouve quand même intéressant à cause de la fuite, pas tant cause du scandale lui-même. Mais quand même. Toi, est-ce que tu avais entendu parler de ça? En fait, je me suis souvenu que dans le film Argo avec Ben Affleck, il y a ce personnage-là, à un moment donné. Je me souviens pas trop, là, mais il est dans le film, tu sais. Mais je pense qu'il faisait... C'était Monsieur Frasque aussi, tu sais. C'était le party animal de la Maison-Blanche, là, tu sais. Puis je suis tombé sur une histoire quand même. Il y avait un super à l'ambassade. Non, je pense que c'était à la Maison-Blanche, en tout cas. L'ambassadeur de l'Égypte est là avec sa femme et Jordan, il remarque qu'il n'arrête pas de regarder le décolleté de sa femme. Tout ce que Jordan a dit, c'est « J'ai toujours rêvé de voir les pyramides. » Oh, Tu sais, fait que c'était ce genre de personnage-là un peu... Ça mériterait d'être cancel, comme on dit, Oui, en pas bon mal, français. Non, c'est ça. Au-delà mais- de la coke au Studio 54. Parenthèse, Roy Cohn, si vous n'avez pas vu The Apprentice, j'ai regardé le film. Est-ce que c'est bon, oui? Oui, c'est bon. Et le Mais il est dans le personnage... film, oui. Oui, mais il est exceptionnel, l'acteur qui joue le rôle de Roy Cohn. Si vous voulez voir un vrai vilain, là... Il y a un documentaire sur Roy Cohn aussi, je oui. pense, sur je sais plus, sur Crave, je crois, C'est ça. qui est vraiment, le Ah ouais, titre m'échappe, là, mais qui démontre vraiment là, toutes les facettes de ce personnage qui est... Il est Fascinant. épouvantable, mais on aime ça aimer des vilains. Là. Fait C'est que un dans vrai le vilain, film, je pense. Oui. c'est un vrai vilain. Alors, The Apprentice, c'est À ma voir. suggestion cinéma, si vous voulez. Bon, il y a Donald Trump, bien sûr, qui c'est pas mal son histoire, là, mais Donald Trump qui était The Apprentice de Roy Cohn, parce Roy que c'est Cohn. lui qui l'a un peu exact. façonné, Coaché. conseillé au début. Donc, j'ai pas de la difficulté après avoir vu The Apprentice il y a quelques jours d'imaginer ce scénario-là. Là, on va complètement ailleurs. Hein? Prison Abu Ah, Ghraib. mon Dieu, ça, c'était peur. Est-ce que tu te rappelles, Sébastien, avant qu'on aille dans de l'époque, justement, on est pendant la guerre en Irak, guerre en Afghanistan, post-11 septembre. Post-11 septembre. C'est un monde complètement différent dans lequel on vivait là, quand on regardait la politique américaine. Oui, absolument. Puis, tu sais, tout le monde faisait des petits dérapages aussi, hein, post-11 septembre. Là, je me souviens, c'était à Letterman, la première émission suite au 11 septembre, quand ils sont revenus en ondes. Son nom m'échappe, le grand anchor de... tu sais, Dan Rather. Oui, c'est ça, exact, qui est en direct à Letterman, puis qui pète une coche, à un moment donné, qui se met presque à pleurer en disant il faut aller les tuer, ces Arabes-là. Tu sais, tout le monde dérapait un petit peu, puis tout le monde était prêt à tout, je pense, pour régler le problème, ou en tout Trouver cas... Ben Laden, trouver Ben les Laden auteurs, et la tout ça. vengeance, tout ça. Oui. Mais tu sais, Guantanamo, donc, émane de ça, et cette fameuse prison-là, qui est comme le 7e degré de l'enfer, là, à Abu Ghraib. Là. C'est quoi la prison d'Abu Ghraib, Karine, pour ceux qui ne se souviennent pas de cette époque-là, peu reluisante, je dirais, de la politique américaine? La prison d'Abu Ghraib, c'est une prison qui servait à détenir les gens qui étaient soupçonnés soit d'être des alliés de Saddam Hussein, c'est une prison en Irak, ou de suspectés de terrorisme. Alors, les Américains contrôlaient cette prison-là. Il y avait à peu près 3500 personnes là, au total qui ont été incarcérées dans cette prison-là. Et ce qu'on va découvrir assez rapidement, c'est que les gens qui sont détenus là subissent en fait des traitements de torture, ni plus ni moins, des traitements d'humiliation assez particuliers, assez
assez difficile à supporter aussi. Et on va le savoir parce que il y a eu toutes sortes d'alertes, en fait. Les ONG ont pendant longtemps dénoncé les conditions de détention. Il y a des prisonniers qui sont morts. Alors, Associated Press, notamment, disait, il y a quelque chose qui se passe là, on n'a pas accès, c'est pas transparent, on peut pas entrer, c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un lanceur d'alerte aussi qui a envoyé quelques informations à ses supérieurs. Il y a eu une enquête interne de l'armée sur des traitements abusifs qui auraient été conduits contre les prisonniers. L'enquête est restée privée, on n'a pas rendu ses conclusions au public. Il y a une dizaine de soldats qui ont été accusés de différents méfaits, mais à un moment donné, le lanceur d'alerte dit c'est pas assez, il faut que ce soit dénoncé, il n'y a rien qui se passe. Ce que je veux, c'est que les hauts dirigeants, en fait, les responsables de ça, ceux qui ont autorisé, en fait, la torture, soient punis. Alors, c'est l'émission 60 Minutes qui va diffuser un reportage et qui va montrer des photos. Et là, on a tous des photos en tête quand on pense à la prison d'Abu Ghraib, des gens qui sont menacés par des chiens, des sévices sexuels de toutes sortes, des traitements d'humiliation difficiles à supporter, le waterboarding aussi. Et ce qui a frappé beaucoup l'imaginaire, c'est qu'il y avait des femmes soldates, en fait, qui ont participé à ces mauvais traitements-là. Et ça aussi, ça dévie un peu de la norme genrée de les femmes doivent prendre soin d'eux. Là. Alors, je pense que ça a ajouté, encore une fois, on parlait de couche de scandale, je pense que ça a ajouté une couche de scandale et ça a complètement étonné les Américains parce que ça rappelait aussi des mauvais souvenirs du Vietnam où il y avait eu des cas semblables, le scandale de Miley notamment, où les Américains avaient tué des femmes et des enfants dans un village. Donc, ça rappelait les débordements des soldats en période de guerre et c'est pour ça que ça a eu un effet aussi puissant là, sur l'opinion publique américaine qui, à partir de ce moment-là, va commencer à se poser des questions sur la guerre en Irak, à la soutenir un peu moins. Il y a eu d'autres événements, évidemment, qui vont contribuer à ça, mais la prison d'Abu Ghraib, c'était vraiment des images fortes pour les gens. C'est un scandale qui touchait la présidence Bush parce que c'est lui le président. Puis il avait accordé une entrevue justement où il parlait aux Irakiens directement. Il voulait justifier, pas justifier, mais dire que finalement c'était inacceptable tout ce qui s'est passé. On écoute un extrait de l'entrevue de George W. Bush. It's also important for the people of Iraq to know that in a democracy, everything is not perfect, that mistakes are made. But in a democracy as well, those mistakes will be investigated and people will be brought to justice. Donc, il dit, finalement, dans une démocratie, c'est pas parfait. Il y a des erreurs de possibles. Erreur, je trouve que déjà le terme, c'est un peu particulier. Puis ces erreurs seront enquêtées. Ça, c'était pour rassurer le peuple irakien. Je sais pas, est-ce que c'est des excuses qui sont valables? Non, pas du tout. Puis en même temps, j'écoutais ce qu'on disait, puis on dirait que c'est comme inévitable, surtout post-11 septembre, alors que tout le monde est crinqué aux États-Unis. Puis tu ouvres cette prison-là, en tout cas, qui est comme Guantanamo, de ce que je comprends. C'est un genre de no man's land où C'est un black site, c'est ça qu'on dit? Oui, les conventions de Genève, en fait, s'appliquaient pas. Donc, tout ce qui est les droits des détenus et tout ça. Fait qu'on faisait un peu ce qu'on voulait. Fait que tu mets une gang de soldats, peut-être un peu nono là-dedans, je sais pas qui étaient ces gens-là, mais post-11 septembre, on dirait que c'est comme tous les ingrédients sont réunis pour une catastrophe, comme à Guantanamo, même chose. Que tout était permis au nom de, justement, avoir une certaine justice. Là. Et là, la définition de la justice est pas toujours la même parce que là, on aurait pu parler juste de pourquoi on est allé en Irak quand il n'y avait pas les fameuses armes de destruction massive. Mais c'est un autre type de scandale, mais c'en est un aussi. C'est le boss de Guantanamo, si j'ai bien compris, qui est allé lui-même ouvrir puis coacher, c'est-à-dire la gang de la prison d'Abu Ghraib. Comme quand une nouvelle succursaile, un Tim Hortons. C'est vraiment ça. Que là, tu as celui de l'autre succursale qui s'en va dire hey, c'est de même, ça marche. Exact. Puis, tu sais, il suffit de faire des recherches à la maison, là, c'est assez épeurant, ne serait-ce que les photos, effectivement, mais la liste des. J'ai trouvé une liste avec tous les. Je sais pas si c'est un procès ou quelque chose, mais chaque article, c'est une sévice qui a été. Ou en tout cas, une nuit de torture. Puis là, ils décrivent en détail. C'est complètement. Puis il y avait les méthodes. Ils ne voulaient pas utiliser torture. Là, il y avait un nom qui utilisait là, des méthodes d'interrogation avancées. Voilà. Comme se servaient des détenus comme mannequins d'entraînement. J'ai lu ça entre autres. Juste quand il avait besoin de s'entraîner, ils les mettaient, puis c'était un punching bag humain. Tu sais, ça, c'est la base. Justement, le waterboarding, qui est comme un peu, si vous avez vu des films américains, il y en a plein d'exemples là, où c'est que tu verses de l'eau sur la tête de quelqu'un avec une serviette. C'est comme une sensation de noyade. C'est pas de la torture, ça. Je sais pas ce que c'est, mais à ne pas essayer à la maison. Hein. Je souhaite pas ça à mon pire ennemi. Donc, un autre moment un peu reluisant. Là, au niveau, quand on parlait de la moralité, pour moi, entre un scandale sexuel puis cette histoire-là qu'on vient de raconter, ça me donne des frissons dans le dos d'apprendre tout ça. Surtout quand on se pète les bretelles aux États-Unis en disant qu'on est une très grande démocratie et qu'on doit faire la leçon aux autres pays, aux dictatures et autres. Mais même la démocratie fait des erreurs. Ah, des erreurs. C'est moi, moi aussi, j'accroche sur cette expression. On dire c'est pas des atrocités, c'est des erreurs. Mais l'image américaine a été très affectée par ça et ils n'ont pas vraiment réussi depuis à
prouver qu'ils étaient différents de ce scandale-là. C'est-à-dire que les Américains se présentent toujours comme étant l'incarnation de la rectitude morale, comme justement le phare qui est là pour éclairer le monde. Là. Oui. Et avec ce genre de scandale-là, avec toute la guerre en Irak, en fait, et la suite des choses, on s'est dit, ils n'ont pas beaucoup de leçons à donner, en fait, au reste du monde. Et les États-Unis, je pense, ont subi un contre-coup assez fort. Oui. Parce que les gens ont Qui était vu, mérité. les gens ont pu voir les images et ça, on peut pas oublier ça après. Non, ça s'efface pas de notre mémoire. Et là, je ne sais comment faire un lien avec le prochain scandale parce qu'on parle d'atrocité, on parle de prison, on parle de terrorisme. Et là, je vais vous parler d'Anthony Weiner. Et alors, je vais faire juste le lien, j'en ferai pas. On va aller directement dans le vif du sujet. Je vais prendre une gorgée de café pour faire ce petit lien-là. Anthony Weiner, y a-tu un nom plus... t'es prédestiné à avoir un scandale de nature sexuelle et même un scandale de nature... Weiner, c'est ça. J'ai pas d'autres mots. Faites vos recherches encore une fois. Faites vos recherches. Hey, on a beaucoup d'affaires avec Allez Faites vos dans Google recherches. Translate. Parle-nous d'Anthony Weiner, puis après ça, je veux juste que tu me fasses une petite introduction, puis après ça, je vais vous faire entendre ces différentes justifications à cet individu en question. Oui, il y en a eu plusieurs quand même. Ils en ont toujours, c'est ça. Oui, effectivement. Avant de plus avoir de choses à dire. Monsieur Weiner, c'est un représentant à la Chambre des représentants des États-Unis. C'est un démocrate de New York. Et en fait, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir utilisé les réseaux sociaux pour envoyer des photos sexuellement explicites de son anatomie à des jeunes filles. Les premières jeunes filles qu'on découvre avoir été les bénéficiaires, entre guillemets, de ces photos sont dans la vingtaine. Je ne sais pas comment, j'essaie de rester poli à la radio, étaient dans la vingtaine. Et donc, en fait, ça sera révélé par les journaux, mais surtout par Breitbart. Ce sont les débuts de Breitbart. Alors, qui est un média d'extrême droite média d'extrême droite, qui est en ligne. Et pourquoi Breitbart? Parce que Weiner a beaucoup d'ennemis à New York, a beaucoup d'ennemis au sein de la Chambre de législature de l'État de New York. Alors, c'est quelqu'un qui va être surveillé. En fait, ses communications vont être surveillées. Il y a des leurres, en fait, qui sont posées et qu'Anthony Weiner va prendre comme ça à bras le corps sans se méfier de rien. Et donc, ce sera révélé. Il va démissionner. Mais ça ne s'arrête pas là parce que le cher monsieur va se présenter à la mairie de New York par la suite. Et là, ce sera révélé. À la mairie de New York. Oui, ces temps-ci, New York, c'est un scandale en soi, presque. Et donc, pendant la course à la mairie, les journaux révèlent qu'il continue à sexter à des femmes allègrement. Il n'a pas arrêté. Il va finir dernier dans la course avec moins de 5 % des votes. Il partait à 25, alors il y a quand même eu une déconfiture assez spectaculaire. Ce qui va aggraver la situation et ce qui est d'intérêt plus national, en fait, c'est en 2016. Parce qu'en 2016, il y a des journaux qui vont révéler qu'il a sexté, en fait, à une jeune fille de 15 ans. En lui envoyant toujours des photos de son anatomie. Et parmi ces photos, il y en a une où son bébé est couché à côté de lui. Alors, on est dans l'élégance pure. Voilà. Le bébé n'a rien à voir avec ce qui se passe, mais ça donne... quand même déjà, le jugement n'était pas là, mais c'est un autre niveau. Il n'y a pas de jugement là. Et donc, l'FBI va relancer une enquête parce que là, on est dans un crime, clairement. Ses ordinateurs vont être saisis, mais ceux de sa femme aussi. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que sa femme travaille en 2016 pour la campagne d'Hillary Clinton. Et là, ça va mener à cette fameuse intervention de James Comey du FBI à quelques jours avant l'élection présidentielle de 2016 en disant le FBI a relancé l'enquête sur le scandale des courriels d'Hillary Clinton, mais sans vraiment dire exactement de quoi il est question, parce qu'il ne pouvait pas le dire à ce moment-là. Mais c'était cette affaire-là qui était à l'origine des scandales. Il y a un lien. Ben oui. C'est un scandale à l'intérieur d'un scandale. Voilà. Alors, parce que là, on a saisi des ordinateurs sur les lieux de travail de sa femme, donc au sein des bureaux de campagne d'Hillary Clinton pour essayer de voir là, quels ordinateurs avaient été utilisés pour commettre ce crime-là. Weiner va plaider coupable en 2017. Il va faire la prison. C'est un délinquant sexuel qui doit s'enregistrer. Sexuel. Oui. Lapsus approprié. Mon Dieu, mais c'est un mot qui est créé de toutes pièces, mais qui fonctionne. est vraiment bien tout à fait ça. Et là, cette fois-là, sa femme va divorcer, va cesser de le soutenir. Là, mais c'est ça. Donc, c'est un scandale dans un scandale, comme tu dis, Valérie. Puis on va écouter Anthony Weiner de son petit nom. My system was hacked. Pictures can be manipulated. Pictures can be dropped in and inserted. Someone committed a prank on me. Somehow got access to my Twitter account and right away put up a picture
that made fun of the name Wiener. Bon, alors lui, il justifie en disant on voulait en plus se moquer de mon nom Wiener, on a manipulé des images. Puis là, il dit on a manipulé des images, on a hacké, donc on a piraté mes choses. Fait que là, ça veut dire que c'est des photos de lui. Tu sais, c'est pas très clair son excuse. Puis plus loin, dans une des entrevues, parce que là, j'en réécoutais plusieurs, il dit est-ce que c'est vous? Vous devez le savoir. Si vous avez pris une photo de vos parties intimes, tu sais, il me semble, tu t'en rappelles. En tout cas, moi, je ne sais pas, là, mais c'est quelque chose que je pourrais dire, je me reconnais ou pas. Hein? Et il dit oh non, mais on m'a hacké. Puis là, il continue de répéter ça, puis là, il répond. Il n'est même pas capable de dire c'est moi, c'est pas moi. Et ses excuses à la fin, quand il démissionne, il s'excuse justement à sa femme et à les gens aussi de la campagne. Puis là, c'est ça, on l'entendait dans l'introduction du balado. Les gens crient en arrière pervers, parce qu'ils le trouvent complètement dégueulasse, puis ils veulent juste se débarrasser ce politicien. Alors, même pendant son point de presse, là, les gens ne veulent rien savoir de lui puis de ses excuses. Ils veulent juste qu'il quitte. Mais tu sais, pour moi, c'est le scandale à date le plus américain qu'on a vu. Tu as un scandale sexuel, après ça, tu as un scandale avec l'FBI, puis qui touche par la bande une candidate à la présidence. Incroyable. Anthony, avais-tu, toi, ce scandale-là? Est-ce que tu te souviens quand c'était dans les médias? Zéro. Mais quand vous m'avez envoyé, c'est ça, vous avez dit, on va peut-être parler de ça. Mais effectivement, le nom, j'ai fait, voyons, ça s'invente pas, ce nom-là. Wiener, Anthony Wiener, mon Dieu, quel. Et c'est parce que c'est un comportement répétitif. Là. C'est pas juste une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est 4 fois. À un moment donné, les excuses tiennent moins, là, rendu à la 4e fois. Là. Oui, tout à fait. Et là... C'est particulier, je finis là-dessus, mais d'avoir à gérer comme ça une addiction, mais quand tu es dans un poste aussi haut placé puis aussi exposé au public, ça doit pas être évident. Là. Je l'excuse pas du tout. Mais tu comprends pas la première fois aussi, c'est que tu vas te présenter à la mairie. Moi, j'essaie de me mettre à sa place, puis je veux dire, c'est assez difficile de le faire parce que ça fait pas partie des comportements que je peux avoir dans la vie de tous les jours. Mais tu te dis, je suis pris dans un scandale, mais là, je vais quand même continuer ma carrière de politique. La mairie de New York, c'est pas la mairie de, je sais pas moi, une ville en Arkansas. C'est ça, qu'il y a pas grand personne puis qu'il y en a des scandales puis ça change pas grand-chose. Tu vas être à la mairie de New York, tu sais que ta femme aussi travaille pour une campagne présidentielle et malgré tout, mais tu trouves que c'est une bonne idée non seulement de continuer d'envoyer des photos non désirées, parce que ça reste ça. Hein, c'est quoi ton expression tantôt? Sexuelles. Non, mais les femmes, les bénéficiaires. Les bénéficiaires. Mais c'était pas nécessairement quelque chose qu'elle voulait avoir. Non. Et après ça, une jeune fille de 15 ans. Écoute, c'est complètement ridicule. Et lui, est encore toujours dans le paysage médiatique. J'ai l'impression que son nom revient de temps en temps. Et là, Karine, je te donne le plus gros défi de ta carrière. Mon Dieu. Tu dois me résumer en quelques minutes notre dernier scandale, parce que je le sais que c'est un scandale que tu aimes. C'est mon préféré. C'est ton préféré. Alors, je veux te donner ce cadeau-là. Spiro Agnew. Ah, mon Dieu. Spiro Agnew, parce que quand on parle de Richard Nixon, on entend dans notre tête Watergate, on pense que c'est le plus gros scandale. Et effectivement, c'est assez important comme scandale, en tout cas dans l'ère pré-Trump, on va le dire comme ça. Mais ce qu'on oublie avec le Watergate, c'est Spiro Agnew. Qui est Spiro Agnew? C'est évidemment le vice-président de Richard Nixon. C'est un personnage en soi. On parlait de Roy Cohn. Spiro Agnew aussi, c'est un personnage en soi. Et ce qui va se passer, c'est que début 1973, il y a des enquêtes qui se produisent au Maryland, parce que Agnew était gouverneur du Maryland avant d'être vice-président. Et là-bas, on enquête sur les politiciens corrompus, parce que le Maryland a une longue tradition de politiciens corrompus. C'est pas une en tradition particulier sur à cette d'avoir époque-là. ça comme tradition. Mais à cette époque-là, c'était effectivement le cas. Je sais pas. Et donc, Agnew n'est pas la cible à ce moment-là. Mais il y a une enquête de corruption générale là, qui est faite au Maryland. Et c'est là qu'on va se rendre compte que Agnew, quand il était gouverneur, il acceptait des pots de vin en échange de contrats, etc. Là, quelque chose d'assez commun, malheureusement. Et là, ce qu'on va se rendre compte, c'est que là, on va amener ce dossier-là au département de la justice, parce que là, Agnew est devenu vice-président. Et c'est là qu'on va continuer l'enquête et on va se rendre compte que Agnew continue à accepter des pots de vin alors qu'il est vice-président des États-Unis et monnaie les rencontres avec le président ou l'accès à son bureau par des pots de vin. Donc, Incroyable. les petites enveloppes brunes, là, comme on connaît. Ah oui. Donc, ça se poursuit pendant ce temps-là. Évidemment, Agnew va nier. Évidemment, l'administration Nixon étant l'administration Nixon, le président va faire pression sur les procureurs du Maryland pour tenter de faire étouffer l'affaire, va passer par George Bush père, qui est le président du Parti républicain à ce moment-là, en disant, toi, tu connais le frère du procureur, essaie de voir s'il n'y a pas moyen d'étouffer tout ça. Ça ne fonctionne pas. Très éthique. Et là, oui. zéro. Et là, ce qui va se passer... Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on est en 1973. L'enquête sur le Watergate est commencée. Et là, les procureurs du département de la justice se disent, là, on a une fenêtre d'opportunité très petite
Parce que si Nixon doit démissionner, c'est ce gars-là qui devient président. Et là, on sait qu'il est corrompu. Il faut se dépêcher de l'enlever de là avant qu'il devienne président à son tour. Et ils vont réussir à négocier avec lui un no contest versus des poursuites qui sont minimales. Donc, Agnew va démissionner le 10 octobre 1973. Il se fait montrer la porte, en fait. Il se fait montrer la porte en disant, si tu veux qu'on aille au bout de nos procédures, reste là, puis on va t'avoir parce que voici nos preuves. Et là, quand tu l'as vu, les preuves, il a toujours nié, évidemment, à avoir quoi que ce soit à se reprocher, mais il l'a dit à son avocat, si jamais il révèle ça, j'en ai pour 1000 ans de prison. Là, j'ai vraiment... tout un duo. Spiro Agnew et Nixon. C'est pas pour rien que j'adore cette administration-là. Il y a toujours des histoires, il y a toujours quelque chose à raconter. Elle l'adore. Ben oui. Mais j'adore ça. Tu sais, eux, pendant donc on était en plein Watergate et tout ça, ils se sont pas dit, hey, ça pourrait détourner l'attention un petit peu, ça, son histoire à lui, tu sais. Non, parce que c'est le président qui choisit le vice-président. Alors, il est comme responsable un peu de lui d'une certaine façon. Et Nixon avait déjà plein la tête, je pense, du Watergate. Alors, puis c'est pas comme s'il l'appréciait Agnew, là, il le détestait. Alors, c'est pas quelqu'un qui voulait protéger nécessairement. C'était pratique, en quelque part. C'était pratique parce que... Mais en même temps, c'est ça. Ça ouvrait la porte à tout le reste parce qu'il y en a eu plein d'autres scandales pendant l'administration Nixon. Mais celui-là, je le trouve particulier. Et Agnew était ami avec plusieurs célébrités. C'est Frank Sinatra qui lui a prêté 200 000 pour se refaire après parce qu'il était exclu du barreau. Sinatra. Donc voilà. Mais ce personnage-là, il est fascinant et c'est surtout la période pendant laquelle c'est arrivé parce qu'on aurait très bien pu avoir un vice-président corrompu qui devient président alors que tout le monde le sait qu'il est corrompu. Dieu. Alors, c'était toute une histoire, ça aussi. Je vais le redire, quel duo. Et là, il y a un autre scandale que je voulais aborder qu'on n'a pas eu le temps. Elliot Spitzer. Alors, faites vos recherches si vous voulez savoir. Ça implique un gouverneur de New York, un réseau de prostitution, un certain client. Alors, je vais terminer en disant aux gens qui nous écoutent de faire leur recherche parce que ça aussi, c'est un autre scandale qui est assez intéressant, mais faute de temps, on va devoir faire un deuxième épisode ou un troisième ou un quatrième parce que les scandales... Juste sur Nixon, sur l'administration. Avec joie. Mais c'est ça. Vous la voyez pas en ce moment parce qu'on est à la radio, mais Karine est très, très excitée. J'ai d'ailleurs offert déjà des petits cadeaux avec Nixon. J'avais une tasse que j'avais déjà donnée. J'ai donné un échange de cadeaux. Et moi, je voulais que son chat soit baptisé Nixon. J'étais bien déçue quand le... Mais c'était une chatte, alors j'ai pas osé. Mais Nixon, ça s'appelle Nixon ou je ne sais trop. Garde, bon, La prochaine. Le prochain chat, il s'appellera Nixon. Puis on lui rendra hommage ici. On garde un balado, on peut déconner un petit peu. Hein, bon, moi, à la lumière de tout ça, on dirait que le Watergate me semble si banal avec les années, hein, avec ce qui se passe avec Trump, entre autres. C'est moins pire que bien d'autres choses qu'on a vues depuis. Oui. Alors, chers politiciens québécois qui nous écoutent peut-être, sachez qu'on vous surveille. Hein, on est intéressé à ce qui se passe aux États-Unis, mais maintenant, vous avez pas de l'inspiration, ce qu'on est en train de vous dire. Au contraire, on espère qu'on n'aura pas, disons, votre réputation entachée comme ce qu'on peut voir chez nos voisins américains, mais je pense que c'est l'épisode le plus américain que j'ai fait parce que les scandales, hein, c'est vraiment... Malheureusement. Ce qui m'a passionné, c'était mon sujet aussi de maîtrise. Alors, je m'en sors pas. J'ai quand même une passion. Alors, je riais bien de Karine, mais je dois dire que moi aussi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Merci à vous deux. Ça a passé tellement vite, cet épisode. Sébastien Diaz, j'espère que t'en as eu pour ton argent. Ah, mon Dieu, oui. Vraiment. Bon, vraiment. On aura plusieurs discussions à la suite du film. Oui, hein? Oui. Merci, Karine Prémont, aussi, pour tes lumières et surtout ces scandales. Ils sont tous très, très passionnants. Alors, je vous remercie pour cet épisode. On sera de retour dans une semaine. On approche de l'élection, hein? L'élection qui est le 5 novembre, je le rappelle. Un autre épisode du balado Miss America.